L'un des événements sportifs les plus attendus de l'année aura lieu ce samedi 5 juillet au départ de Lille. Le Tour de France va démarrer pour 3 semaines du 5 au 27 juillet. On va se régaler avec les meilleurs coureurs du monde qui se donnent rendez-vous pour tenter d'aller chercher le maillot jaune le 27 juillet prochain aux Champs-Élysées. Mais une question se pose, une question principale émerge. Qui va gagner ce Tour de France 2025? On tente d'y répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas pour parler foot mais pour parler cyclisme, puisque le Tour de France aura lieu ce samedi 5 juillet pour 3 semaines jusqu'au 27. On a hâte que ça commence et on va donc en parler dans cette vidéo, faire un peu la preview de ce Tour de France en commençant par les favoris, les 3 coureurs qui paraissent au-dessus du lot. Ensuite on parlera des outsiders, les gars qui pourraient peut-être faire trembler les pronostics et faire trembler les favoris. Ensuite les Français à suivre, puisqu'on a quand même quelques Français intéressants qui pourraient lever les bras sur une ou plusieurs étapes, et pourquoi pas même jouer le classement général. Les étapes clés, les étapes à ne pas manquer, et donc la question principale, la question qu'on se pose, la question importante: qui va gagner ce Tour de France? On commence par les favoris, les 3 grands favoris de ce Tour de France. Je me suis pas trop foulé pour vous les proposer. Le premier, c'est Remco Evenepoel, le Belge de 25 ans, qui sort d'une saison compliquée à cause de blessures, notamment une grosse blessure en début de saison. Il est bien revenu puisqu'il gagne la Flèche Brabançonne, il gagne sur son exercice de prédilection contre la montre une étape autour de Romandie et une étape du Critérium du Dauphiné. Il vient de gagner également le titre de champion de Belgique sur cet exercice du contre la montre, où c'est le premier truc qu'on peut dire, il est largement au-dessus du lot, même largement au-dessus de Vingegaard et que Pogacar. Il est largement au-dessus des autres. C'est le meilleur rouleur du monde et le meilleur sur cet exercice. On sait que la 5ème étape, c'est un contre la montre entre Caen et Caen, 33 km. Donc on sait qu'il aurait la possibilité d'aller chercher le maillot jaune, parce que c'est le meilleur sur cet exercice. Maintenant, côté montagne et surtout côté haute montagne, là ça paraît un petit peu plus compliqué. On l'a vu au Critérium du Dauphiné, c'est dur, c'est très très dur. Il est 2-3 crans en dessous de Vingegaard et de Pogacar. Donc sur 3 semaines et sur des étapes extrêmement compliquées, je pense malheureusement qu'on ne verra pas beaucoup Remco Evenepoel. Et puis ce qui est différent par rapport à Vingegaard et Pogacar, c'est l'équipe aussi. C'est la Quick-Step qui est forte, il n'y a rien à dire. Il y a des bons rouleurs, il y a des bons coureurs, Paré Peintre, Merlier, Charman, absolument rien à dire. Mais par rapport à la Visma et la UAE, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, il arrive quand même en tant que favori pour le podium, puisqu'il finit 3ème l'année dernière, mais il est quand même largement en dessous des 2 autres monstres, Vingegaard et Pogacar. Et puis on en parlera juste après, il y a quelques coureurs qui pourraient même l'embêter pour la 3ème place. Donc attention, mais ça reste quand même un coureur hors norme et qui aura son mot à dire pour un podium encore cette année. Le deuxième favori, c'est bien évidemment Monsieur Jonas Vingegaard, le Danois de 28 ans, qui a gagné le Tour 2 fois, si je dis pas de bêtises, qu'il a perdu l'année dernière puisque Pogacar roulait au-dessus de la route, vraiment, il volait très sincèrement l'année dernière. Pogacar 6 minutes d'avance sur Vingegaard qui finit 2ème, qui a remporté qu'une seule étape. Pareil que Remco Evenepoel, c'est pas dans les meilleures conditions qu'il va arriver puisqu'il a connu une saison extrêmement compliquée en dents de scie à cause de blessures, notamment sur le Paris-Nice où il est tombé et il a une blessure au poignet. Il a quand même remporté une étape sur ce Paris-Nice, le contre-la-montre par équipe, puis une étape sur le Tour de l'Algarve, le contre-la-montre, où il paraît peut-être, c'est l'un des seuls exercices, on va dire, où il paraît peut-être légèrement au-dessus de Pogacar. Notamment sur le Critérium du Dauphiné, il arrive quelques secondes avant Tadej Pogacar. Après, en montagne, il est un cran en dessous que Pogacar. Par contre, il est largement au-dessus du reste du peloton. On l'a vu sur le Critérium du Dauphiné. Alors quand Pogacar commence à accélérer, ça a été compliqué pour sauter dans la roue et pour la garder bien longtemps pour Vingegaard. Mais c'est le seul qui arrive à le suivre même 3-4 secondes et qui arrive à éviter les écarts phénoménaux, quoi. Il est largement au-dessus du reste du peloton, mais malheureusement sa méforme ne lui permet pas d'être au niveau du monstre qu'est Tadej Pogacar. Et puis par rapport à Remco Evenepoel, il a une armada absolument folle à ses côtés: Simon Yates, Matteo Jorgensen, Sepp Kuss, Wout van Aert, Tish Benoot, Victor Copenhaert et Eduardo Affini. C'est quand même du très très lourd et sera bien accompagné, Jonas Vingegaard. J'ai envie de dire heureusement qu'il est là, parce qu'il serait pas là, le tour serait quasiment déjà joué. Il n'y aurait aucun suspense. Déjà là, c'est compliqué d'en avoir au vu de ce qu'a montré Pogacar cette année. Mais il a montré au Critérium du Dauphiné qu'il est quand même capable d'éviter... on va dire que Pogacar tue le tour en une semaine.
et d'essayer de faire durer le suspense. En tout cas, on espère. Et donc le dernier favori, c'est l'ultime favori, c'est le plus grand favori, il y a lui et les autres, hein, on va pas se mentir, c'est bien évidemment Tadej Pogačar, le Slovène de 26 ans qui a quasiment tout gagné cette année, la Strade Bianche. Alors il tombe, il gagne quand même cette course, il gagne le Tour des Flandres, il gagne Liège-Bastogne-Liège, il gagne la Flèche Wallonne, il gagne le classement général du Critérium du Dauphiné avec 3 étapes remportées, il gagne 2 étapes au UAE Tour avec également le classement général, puis l'année dernière 6 étapes au Tour de France avec 6 minutes d'avance sur Vingegaard. Il est largement au-dessus du reste du peloton, même au-dessus de Vingegaard. Attention quand même, bien sûr, puisqu'il y a cette année, on va le voir en fin de vidéo, quelques cols, notamment le col de la Loge, je crois qu'il n'avait pas réussi, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, donc il va prendre sa revanche. Mais là, il vole quoi, en ce moment, il paraît tellement, mais tellement au-dessus des autres, il a une telle facilité quand il attaque, il se met même pas en danseuse. Il en profite même pour chambrer à la fin des, des étapes. Enfin, c'est assez fou cette année. Et puis, comme avec la Visma, il a une team avec lui, hein, une armada offensive absolument folle. Avec Joao Almeida, on en parlera juste après, Marc Soler, Adam Yates, Tim Wellens, Nils Polic, Jonathan Narvaez et Pavel Sivakov. C'est des gars, ils se mettent devant le peloton, surtout dans les étapes compliquées. Ils mettent un rythme infernal que seul Pogačar, Vingegaard et quelques autres coureurs peuvent suivre. Ils écrèment jusqu'à garder les meilleurs. Et puis derrière, c'est à Pogačar de faire le taf et c'est très souvent fait. Derrière, ça lui permet de gagner l'étape. Donc voilà, quand Tim Wellens, Soler, Narvaez se met devant, c'est pour mettre un rythme d'enfer pendant des dizaines de kilomètres. Et puis derrière, pour mettre dans les meilleures des conditions possibles avec Pogačar. Donc ça aussi, ça fait la différence, hein, d'avoir une équipe quand même aussi forte que la team UAE. On va maintenant parler des gars qui pourraient peut-être embêter, alors Vingegaard et Pogačar, je ne sais pas, ils semblent tellement au-dessus du lot. Par contre, ils pourraient embêter Remco Evenepoel pour une 3ème place et pour être présent en fin de tour pour un top 5. Donc les outsiders, on va les appeler comme ça. On commence par Florian Lipowitz, l'Allemand de 24 ans, qui a réalisé un très bon Paris-Nice, il finit 2ème, un très bon Dauphiné, il finit 3ème, juste derrière les deux monstres Pogačar et Vingegaard. Il montre quand même de certaines qualités sur la haute montagne, hein. Il est quand même très très fort. Maintenant, sur ce tour, il n'arrivera pas, en tout cas sur le papier, en tant que numéro 1 dans cette Red Bull Bora Hansgrohe. Ça sera Primož Roglic, le leader de cette équipe. Mais est-ce que c'est un simple numéro 2? Je ne pense pas. Je pense qu'il aura quand même une carte blanche. Il ne pourra pas faire ce qu'il voudra non plus. Mais est-ce que Roglic, à 35 ans, qui a pas fini le Giro, va pouvoir vraiment exister bien longtemps sur le général de ce tour? Je ne sais pas. Peut-être que Lipovic sera mieux placé, donc ils changeront leur leader entre guillemets en plein tour. En tout cas, au début du tour, je pense que c'est plutôt un lieutenant de luxe pour Primož Roglic, mais il faut absolument le suivre parce qu'il pourra même dans des étapes de haute montagne en remporter quelques-unes. En tout cas, il va falloir le suivre de très très près cette année, le jeune Allemand de 24 ans qui progresse énormément et qui a beaucoup de talent. Le deuxième, c'est pour moi le meilleur du peloton derrière Pogačar et Vingegaard, c'est Joao Almeida, qui a réalisé une saison totalement folle. Il remporte le Tour de Romandie, il remporte le Tour du Pays Basque avec 2 étapes, il remporte le Tour de Suisse avec 3 étapes. Alors j'ai mis Paris-Nice, mais je crois pas, vu que c'était en même temps. Ah si, Paris-Nice, non, c'est Critérium du Dauphiné qui était en même temps. Donc il a remporté aussi une étape sur le Paris-Nice, très costaud quand même cette année. Joao Almeida qui semble le meilleur en montagne derrière Pogačar et Vingegaard. Alors bien sûr, les tours qu'il a remportés, c'est pas des tours exceptionnels avec énormément de concurrence, mais quand même, le Tour de Suisse, il y avait Vauclin, il y avait Félix Gall, il y avait, voilà, donc il fallait quand même le faire. Puis 3 étapes remportées, une grosse domination et puis aussi une certaine facilité sur les cols. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ce Tour de France. Lui aussi, il sera pas le leader de son équipe, très loin de là. Bien sûr avec Tadej Pogačar, mais peut-être que sur certaines étapes, il aura son mot à dire. Joao Almeida. Maintenant, le petit point d'interrogation, c'est peut-être sur son physique. Puisque je crois qu'il a une vingtaine de jours de course de plus que les Evenepoel, Vingegaard, Pogačar. Parce qu'il a 39 jours de course au départ de ce tour. Donc c'est un petit peu plus que les autres, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que physiquement sur 3 semaines, ça va commencer à cuiner à un moment donné. Mais sur le papier, c'est un gars qui pourrait sans aucun problème aller chipper à 3ème place à Remco Evenepoel. Peut-être meilleur, je sais pas, mais en tout cas sur la haute montagne, je mettrais plus une pièce sur Almeida que Remco. Donc on pourrait avoir à la fin du tour un trio avec 2 UAE, hein, sans aucun problème sur le podium. Et le troisième, c'est l'américain de 25 ans, Matteo Jorgensen, qui a gagné Paris-Nice comme l'année dernière, hein. Doublé sur le Paris-Nice pour Matteo Jorgensen. Pareil, il ne sera pas
le leader de son équipe avec Jonas Vingegaard, mais il sera lieutenant de luxe. Donc très grosse équipe, assez complète, très bon sur le contre-la-montre aussi. En montagne, bon, c'est pas le meilleur, mais il est capable quand même de limiter la casse. Donc à suivre aussi, sans aucun problème. Si on le retrouve dans un top 5 ou top 10, ça surprendrait personne. Maintenant, on parle des Français. Les Français à suivre, puisqu'il n'y a pas Romain Bardet, il n'y a pas David Gaudu, mais on peut quand même espérer des victoires d'étape ou peut-être même des top 10, enfin en tout cas jouer le général pour un top 10 en fin de tour, surtout avec Monsieur Lenny Martinez, 21 ans, le français qui a réalisé une grosse saison, notamment 3 victoires sur des World Tour, Paris-Nice, Dauphiné et le Tour de Romandie où il remporte une étape devant Almeida. Je crois qu'au général il a quelques secondes de Joao Almeida, très complet, très très bon cette année. Bon, peut-être une lacune sur le contre-la-montre, surtout que la 14e ou 13e étape, je sais plus, c'est un contre-la-montre extrêmement compliqué jusqu'à Péragude avec 8 km de montée sur 11 bornes, enfin c'est totalement fou. Donc là il pourra peut-être perdre du temps. Sur le classement général, alors on pourrait rêver, pourquoi pas, hein, d'essayer un top 10, mais ça me paraît compliqué. Par contre, sur des victoires d'étape, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire pour Lenny Martinez, peut-être des victoires de puncher, des victoires de moyenne montagne. Il y a, je sais plus la combien de étape, il y a le mur de Bretagne, ça pourrait peut-être lui convenir. Ou une victoire un peu à la Critérium du Dauphiné, comme il l'avait fait sur le Critérium du Dauphiné lors de la dernière étape. Alors, je sais plus il était avec qui, mais voilà, il remporte cette étape. Alors que son copain d'échappée, on va dire, prend, je crois, enfin, il se ravitaille quoi à la moto et il attaque. Pourquoi pas, sur une échappée qui va au bout, aller chercher une victoire en solitaire pour Lenny Martinez. En tout cas, moi, je pense qu'il va pouvoir faire un bon tour. Pareil, il ne sera pas le leader de son équipe sur le papier parce que ce sera Buitrago, mais il a souvent abandonné, je crois, des courses par étapes cette année. Donc peut-être que ça pourrait aussi changer en cours de route pour Lenny Martinez, absolument à suivre, pourquoi pas aussi un classement pour le meilleur grimpeur. Le deuxième que j'ai absolument envie de suivre cette année, c'est Kevin Vauquelin qui a gagné une étape l'année dernière, c'est la deuxième étape, super puncher Kevin Vauquelin, pareil ça pourrait sur le début du tour où il y a quelques étapes pour ce genre de profil, ou alors même le mur de Bretagne. Bon, je pense que les favoris vont commencer à vouloir remporter cette étape là, donc ça va être compliqué pour Kevin Vauquelin, mais il sort d'un très bon Tour de Suisse où il finit je crois deuxième au général. Bon, malheureusement il perd le contre-la-montre parce qu'il avait gardé le maillot pendant quelques jours avant de perdre ce contre-la-montre face à Joao Almeida. Il remporte 2 étapes sur l'étoile de Bessèges, il remporte une étape sur le Tour de la région Pays de la Loire, donc c'est très bien pour lui. Il finit 3ème au chrono championnat de France, 3ème sur la course en ligne des championnats de France. Il fait une énorme saison, Kevin Vauquelin, un coureur que j'apprécie énormément, qui progresse, qui a 24 ans, qui arrive à maturité et qui pourrait aller chercher une victoire d'étape. En tout cas, moi je parierais sur une nouvelle victoire d'étape cette année de Kevin Vauquelin, pourquoi pas une étape de puncher. Et le dernier à suivre, c'est Guillaume Martin, qui ne fait pas beaucoup parler de lui. Guillaume Martin, 32 ans, qui a rejoint la Groupama FDJ de Maggio, qui pourrait peut-être être le leader, parce que David Gaudu n'est pas là. Bon, il y a Madouas, il y en a d'autres, mais Guillaume Martin aura peut-être encore plus de liberté avec ce forfait de David Gaudu, qui a réalisé un très gros Critérium du Dauphiné. On parle beaucoup de Paul Sexas, qui sera normalement pas là à l'heure où je m'enregistre. En tout cas, c'est pas encore officiel, il n'y a pas encore la sélection d'AG2R, mais je crois qu'il va être sur d'autres tours, notamment en août, donc Tour de l'Ain notamment, je crois qu'il est prévu, donc il ne sera pas sur le Tour de France Paul Sexas. Mais Guillaume Martin donc a fait un énorme Critérium du Dauphiné, 10ème pour lui. Et voilà, il arrive en confiance, je ne vais pas trop parler de lui, mais c'est un coureur, alors pour une victoire étape je sais pas, mais pour un top 10, top 15, en fin de tour, sans aucun problème. Beaucoup de qualité aussi pour Guillaume Martin, donc hâte de suivre son Tour de France. Et en bonus, quelques coureurs qui pourraient aussi nous faire rêver cet été. Paul Lapera, voilà, pourquoi pas Paul Lapera, l'ancien champion de France qui a perdu son maillot dimanche. Il a essayé, hein, il a fait une grosse course, notamment une belle échappée, mais malheureusement ça a été trop compliqué derrière pour lui quand il s'est fait rattraper. Très bon sprinter, pourquoi pas en fin de course, en petit comité, il pourrait surprendre tout le monde. Il est assez puissant et assez complet. Donc en échappée qui va au bout, ça peut le faire pour Paul Lapera s'il est là. Julien Alaphilippe, il faudra toujours compter sur lui. Son équipe Tudor a été invitée, il n'a pas fait le championnat de France pour être à 100% sur ce Tour de France. Une victoire d'étape, je ne sais pas. Mais essayer pourquoi pas d'aller en échappée, d'attaquer. Il l'a montré notamment sur des classiques que c'était l'un des seuls à essayer d'attaquer un petit peu Pogacar, même si bon, il se fait bouffer derrière, hein, mais
faudra encore quand même suivre un petit peu Julien Lafilippe et Romain Grégoire qui a gagné une étape sur le Tour de Suisse, qui a pris le maillot jaune quelques jours et qui est un très très bon coureur qui a fini je crois deuxième des championnats de France, qui va arriver en confiance. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi rêver sur ce Tour de France côté français. On parle maintenant des étapes clés, les étapes à ne pas manquer sur ce Tour de France, là où le Tour pourrait se gagner mais surtout là où il pourrait se perdre avec ses 3320 km au total, 11 régions et 34 départements, 4 massifs traversés, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central et le Jura. Et il y aura plus en détail 6 étapes de montagne, 6 étapes accidentées, 7 étapes de plaine et 2 contre-la-montre. On commence par la première étape à ne pas rater. C'est peut-être le premier tournant du Tour de France, on en a parlé tout à l'heure. Le contre-la-montre entre Caen et Caen de 33 km, c'est la 5e étape. C'est pas un contre-la-montre extrêmement compliqué de 100 mètres de dénivelé, donc ça pourrait plaire à Remco Evenepoel, le meilleur rouleur et le très grand favori bien sûr parmi tous les candidats à la victoire finale. Il pourrait aller chercher le champion du monde du chrono, le champion olympique, le champion de Belgique de cette discipline, aller chercher le maillot jaune et le garder, pourquoi pas jusqu'au deuxième contre-la-montre. On y reviendra juste après. Donc ça c'est peut-être le premier tournant de ce Tour de France. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, la 7ème étape avec le mur de Bretagne. Ça va être très intéressant à suivre avec ces 2 km à 6,9%, dont des passages à 15% dans ce mur de Bretagne. Il y avait Mathieu Van Der Poel en 2021 qui avait attaqué, qui avait gagné, qui avait pris le maillot jaune également. Et on avait vu juste derrière les favoris déjà se faire la guerre. Donc on pourrait déjà avoir une victoire d'étape, pourquoi pas d'un Pogacar sur cette 7ème étape. Ensuite, on va avoir la 10ème étape entre Enezat et le Mont d'Or. Une étape de 163 km avec quelques cols assez compliqués, notamment celui de la Croix Saint-Robert, 5,1 km à 6,3% pour rallier le Mont d'Or avec l'ultime ascension, 3,3 km à 8% jusqu'au puits de Saucy où sera jugée l'arrivée. Donc ça va être une belle étape, pas encore de la haute montagne, pas de col d'or catégorie. Et ça a commencé quand même déjà à piquer. Là on en aura du hors catégorie lors de la 12ème étape. Alors attendez. Otakam, où est-ce que je l'ai mis? Bon, il n'y est pas malheureusement, mais j'avais préparé la deuxième étape entre Oche et Otakam. Voilà, 180 km. Alors vous l'avez pas à l'écran, mais ça va être là ça va être très très dur. Hein. Là ça va être très très dur, surtout que le lendemain on a ce contrôle-la-montre, donc 13ème étape entre Loudanviel et Péragudes, 11 km. Avec je crois 8 km de montée. C'est lunaire, hein, vraiment c'est complètement lunaire, 8 km à 7,9%. Ça s'annonce redoutable, donc là ça peut se gagner, mais ça peut surtout se perdre ce Tour de France. On va suivre les Vingegaard, les Pogacar, les Evenepoel surtout, sur ce genre d'exercice. Ensuite la 14ème étape aussi est plutôt intéressante entre Pau et Luchon. Super bannière, 183 km avec ce col de hors catégorie à l'arrivée. On aura, si je dis pas de bêtises, 12,4 km à 7,5%. Donc ça va piquer. Ça va piquer aussi, hein, cette étape de montagne avec 4900 mètres de dénivelé positif. On aura ensuite l'ascension du très connu Mont Ventoux pour la 16ème étape, 172 km avec donc le Mont Ventoux, 15,7 km à 8,8%. Ça va être fou cette 16ème étape à absolument pas rater. Ensuite, on va avoir la 18ème entre Courchevel et le col de la Losse. Pareil, hein, c'est mythique, hein, c'est des cols mythiques où je crois il y a 2 ans, Tadej Pogacar avait absolument explosé. Et donc il va avoir une revanche à prendre. Là, il va être revanchard. Il y aura 3 cols de hors catégorie. Voilà, le col de la Madeleine, le Glandon aussi. Donc ça va être une étape incroyable. Cette 18ème étape, 5450 mètres de dénivelé. Ensuite, 19ème étape, on va rejoindre la Plagne avec ce col hors catégorie, 19 km à 7,1%. Et puis la dernière étape, alors ça peut faire polémique, hein, bien sûr, parce qu'on a changé le parcours de cette dernière étape entre Nantes, la ville, et Paris, les Champs-Élysées. Bon, ça arrivera aux Champs-Élysées, mais on arrive à la rue Le Pic, ce qui a été pris aux Jeux Olympiques. Moi, j'avais trouvé aux Jeux Olympiques, c'était très très intéressant. Et imaginez s'il y a quelques secondes pour le maillot jaune, moi j'y crois pas trop, mais s'il y a quelques secondes au maillot jaune, l'explication de fou qu'il pourrait avoir sur cette étape là, ça pourrait être juste dantesque. Maintenant ça fait un peu polémique puisque ça sera peut-être pas un sprinter qui va gagner, et puis ça change un peu les traditions de ce tour, mais je trouve que ça peut être intéressant, notamment l'année dernière, hein, on n'avait pas eu d'arrivée à Paris, c'était à Nice.
Bon, c'est à cause des JO, hein, mais bon. Voilà, et donc on termine par cette question. Qui va gagner ce Tour de France 2025? Les amis, qui d'autre que Tadej Pogacar? En fait, c'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il peut vraiment perdre le Tour de France? Tadej Pogacar, son seul et unique adversaire, je pense que c'est Vingegaard. Je pense vraiment qu'il n'y en a aucun autre qui est capable sur 3 semaines de gêner Tadej Pogacar, même sur un jour, même sur une étape de haute montagne. Je sais pas qui va vraiment pouvoir le gêner. Maintenant, son seul adversaire aussi, ça peut être lui. Alors ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de fringale, mais ça peut arriver. Ou alors un défaut technique, ou alors une chute. Même quand il chute, il est capable de gagner, notamment à Strade Bianche. Je crois que c'était là, à Strade Bianche, où il avait gagné, il avait chuté. Bref, c'est juste phénoménal, hein, la saison de Tadej Pogacar. Donc il est largement au-dessus des autres. Maintenant, attention quand même à Vingegaard. Attention à Vingegaard parce qu'il n'a pas fait un critérium du Dauphiné si catastrophique que ça. Donc attention à lui. Attention à lui. Mais je partirai quand même sur la facilité et sur Tadej Pogacar qui remporte ce Tour de France 2025 maintenant. Attention aussi au contre-la-montre. On le sait, alors pas fébrile non plus parce que ça reste un très grand rouleur, Tadej Pogacar. Mais Vingegaard pourrait peut-être réussir à éviter une catastrophe et à éviter de perdre le tour au bout de la première semaine, quoi. C'est pour ça que ce contre-la-montre entre Caen et Caen va être très important. Et puis c'est le Piragut, je vous en parle même pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère pas avoir fait beaucoup d'erreurs puisque c'est pas non plus mon sport de prédilection. Je suis un petit peu le cyclisme, mais c'est pas ce que je connais le plus. Déjà au foot je fais beaucoup d'erreurs, donc dans un sport où je me connais pas à 100% c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me contredire sur des erreurs que j'ai faites parce que c'est possible, c'est possible. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas du coup dans l'espace commentaire à me donner votre avis pour vous qui va gagner le tour, pour vous qui sont les favoris, les outsiders et surtout les Français qui pourraient nous faire vibrer. Merci beaucoup à tous les amis et comme d'habitude, ciao.